Avec l'essor des outils numériques et des emplois à distance, un terme commence à apparaître, celui du droit à la déconnexion. D'un point de vue légal, c'est le droit pour un salarié à ne pas être connecté à ces outils numériques, en dehors de son temps et lieu de travail, c'est-à-dire pendant son temps de repos. L'objectif est de bien compartimenter le temps dédié au travail d'une part, puis le temps de repos d'autre part. Mais on le sait tous, ce n'est pas si facile à faire. Même si l'on se déconnecte de nos outils numériques, il est parfois impossible de lutter contre les pensées parasites qui viennent gâcher nos moments de détente. Dans ce cas, l'idéal ne serait-il pas de se déconnecter, littéralement? Éteindre son moi professionnel quand on sort de l'entreprise pour retrouver son moi privé, comme ça on laisserait définitivement les problèmes du travail au travail pour profiter pleinement de son temps libre. C'est en tout cas le postulat de la série Severance, et comme on va le voir, tout ne serait pas si rose. Dans l'univers de Severance, un genre de méga-corpo gigantique du nom de Lumen semble dominer le monde de la tech avec sa nouvelle procédure, la Severance, ou dissociation en français. Celle-ci permet à ses employés, au moyen d'une puce implantée dans le cerveau, de séparer l'esprit en deux entités. D'un côté, l'ini, ou inter, celui qui est à l'intérieur de l'entreprise, et de l'autre, l'outi, ou exter, celui qui vit sa vie en dehors, dans le vrai monde réel de la réalité véritable. La série se concentre en particulier sur le personnage de Mark S, interprété par Adam Scott, qui a choisi de rejoindre ce programme à la suite du décès de sa femme, qui lui était devenue insoutenable. La série commence avec le départ en retraite de son ancien manager et sa mutation en tant que nouveau N+1. Sa première mission est d'intégrer une nouvelle employée, Ellie R. Alors que tout le service de Mark semble s'être plus ou moins accommodé de la Severance, le spectateur découvre la vie des employés de Lumon à travers le regard néophyte de Ellie, tout aussi perdu que lui. Comme si on avait placé un miroir déformant face à notre société néolibérale déjà sérieusement ravagée, les employés semblent tous faire un travail particulièrement aliénant et vide de sens. Haley intègre donc le service des Macro Data Refinement, MDR, ou le raffinement des microdonnées, aux côtés de Mark, Irving et Dylan. On ne sait pas exactement ce que sont ces macrodata, on ne sait pas exactement en quoi consiste ce raffinage, mais en tout cas, il faut mettre les nombres qui font peur dans des boîtes. Cet emploi semble donc cocher toutes les cases de ce que l'anthropologue David Graeber a théorisé sous le nom de bullshit job. Un travail dont la personne même qui l'effectue ne peut pas vraiment justifier l'existence, mais doit faire semblant de prétendre qu'il existe une raison parfaitement légitime à l'effectuer. En bref, un métier qui pourrait être supprimé du jour au lendemain sans réelles conséquences sur la société. À l'arrivée de Haley, au département MDR, chacun de ses collègues y va de sa propre théorie sur le but des tâches qu'il effectue chaque jour. Dylan pense par exemple nettoyer les déchets dans l'océan, Irving pense qu'il supprime les jurons dans les films. On repère donc un narratif très positif à chaque fois. On ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais on est certain de faire le bien. Comment pourrait-il en être autrement ? Attention toutefois à ne pas confondre les bullshit jobs, les jobs à la con dans la traduction française, et les emplois nécessaires et bénéfiques à la société, mais mal payés, rébarbatifs et surtout peu valorisés. Ces jobs à la con donc, ces bullshit jobs, illustrent bien le problème de société dans lequel nous nous trouvons. Le but n'est plus de travailler pour produire, mais de travailler pour travailler, le travail comme fin et sens en soi. Et cet état d'aliénation dans lequel se trouve la population, induit par la pratique de ces jobs inutiles, est également soutenu et renforcé par des stratégies de manipulation de masse, notamment étudiées par Noam Chomsky. J'en ai relevé 5 particulièrement prégnantes dans la série Severance que je vous propose d'analyser aujourd'hui. Numéro 1, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Le gentil monsieur Milchik s'adresse toujours à ses employés comme à des enfants de 12 ans, avec un ton mielleux et un grand sourire. Cette façon de faire permet par suggestibilité d'augmenter la probabilité que la personne en face adopte une réponse d'un enfant de 12 ans. Il les récompense avec des finger traps, un jouet, et organise des waffle parties qui ressemblent à des fêtes d'anniversaire pour enfants. Et de même, il les grande comme des enfants ayant fait des bêtises, puis leur donne une punition. 2. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Ce principe est assuré par le dispositif de Severance en lui-même. Les personnages ne savent rien ni du monde extérieur, ni du monde de l'entreprise dans lequel ils travaillent. Tous les produits à l'intérieur de l'entreprise sont estampillés de Lumon. Aucune marque de café, de produits de ménage, rien qui pourrait rappeler le monde extérieur n'est permis. Les Innies n'ont donc aucune connaissance exacte du fonctionnement du monde extérieur. Ils ont conservé leur éducation, leur culture générale. Au début, pour vérifier la probité du processus, on demande à Haley de citer un état des USA par exemple. Mais ils ont perdu tous les souvenirs de leur interaction sociale passée. Then what's my name? Helly. Your name is Helly. Helly R. Or, c'est bien cet ensemble d'interactions qui contribue à construire notre personnalité, à forger notre socialisation en somme. Mais alors dans ce cas-là, les Innies devraient être des pages blanches, sans aucune personnalité, aucun caractère. Et pourtant ils en ont bien une. Pour trouver la réponse à cette question, il faut nous tourner vers la sociologie de Pierre Bourdieu et sa notion d'habitus. Ce concept pose que les individus intègrent durant leur socialisation une foule de pratiques, de manières d'agir, de penser, de parler, qui vont venir les conditionner de manière invisible. Ainsi, on peut supposer que ces schèmes de comportement, puissamment intégrés en nous, survivent au processus de Severance.
C'est bien pour cela que la série insiste plusieurs fois sur le fait que Innie et Aouti ne sont pas des versions alternatives, mais bien les deux faces d'une même pièce, d'un même individu. En parallèle, la société Lumon maintient ses employés dans l'aveuglement grâce à un culte de la personnalité puissant envers le fondateur Kir Egan. Ce dernier a érigé de grands principes, des valeurs à respecter au sein de l'entreprise, un genre de code moral que les employés suivent aveuglément. Personne ne sait ce que l'entreprise produit, mais ils savent qu'ils agissent pour le bien commun. Au début du siècle dernier, le philosophe Walter Benjamin avait commencé à travailler sur une thèse, le capitalisme comme religion. Dans cet essai inachevé, il prend le contre-pied de la théorie bien connue de Max Weber comme quoi le protestantisme aurait constitué le terreau fertile à l'émergence du capitalisme. Pour lui, le capitalisme est plus qu'un système économique, mais aussi une religion à part entière. Étant donné que Severance apparaît comme une allégorie de notre système capitaliste exacerbé, le culte de Kir Egan semble être la personnification de ce culte. On retrouve alors très clairement certains arguments de Benjamin dans la série. Le culte capitaliste n'est jamais interrompu et se poursuit de manière permanente, sans trêve et sans merci, et aussi bien les jours de semaine que les jours fériés. Ce caractère sans merci n'a jamais été aussi prégnant qu'à travers le processus de Severance. Les Innies n'ont aucun temps de repos, les journées s'enchaînent et se ressemblent de leur point de vue. Le corps peut sortir se régénérer, mais le mental ne fait jamais de pause pour les inters. Un autre point commun est le caractère culpabilisant de cette religion. Contrairement aux autres cultes centrés autour de l'expiation, comme on le verra juste après, Lumon déploie tout un appareil répressif culpabilisant, le but étant de créer une culpabilité universelle et intériorisée. Si j'ai des dettes, c'est parce que j'ai échoué au jeu du capitalisme et je ne vaux rien. 3. Remplacer la révolte par la culpabilité. L'arrivée de Haley, seul personnage pas encore totalement brainwashé par l'institution, va permettre de faire émerger dans la tête de ses collègues quelques idées révolutionnaires. Mais ses premières tentatives seront aussitôt matées, tuées dans l'œuf. Notamment grâce à une technique en particulier, la break room. L'ambiguïté du terme est assez intéressante ici d'ailleurs. Étant donné le monde de l'entreprise, une break room, pour faire un break, ça évoque tout d'abord une salle de pause, une salle de repos. Mais pas chez Lumon, où le spectateur s'en rendra bien vite compte que le terme de break se réfère à l'esprit de l'employé ayant mal agi, et qui par conséquent doit être brisé. Les employés fautifs sont alors condamnés à s'enfermer avec Milchick, leur N+1 en quelque sorte, dans une pièce sombre où ils seront contraints de lire encore et encore un texte certainement issu de cette fameuse Bible de Kir pour se repentir de leurs fautes. Et ce jusqu'à ce qu'ils pensent ce qu'ils disent. Et c'est là que ça se corse. Vous vous souvenez enfant quand l'instituteur ou l'institutrice vous demandait de copier des lignes pour exprimer votre repentir. Une fois les 100 lignes écrites, que vous pensiez réellement ou non ce que vous aviez écrit, c'était une affaire réglée. Milchick, à la différence de votre professeur d'antan, se tient face à vous avec un détecteur de mensonges, pour s'assurer que vous croyez honnêtement en ses paroles d'excuse. C'est-à-dire qu'il faut être soit assez bon menteur pour faire trahir les réactions de son corps, et duper la machine, soit c'est le processus qui finit par convaincre votre esprit que vous êtes un mauvais salarié et que vous êtes désolé de l'être. Dans ce cas, on ne peut s'empêcher évidemment de penser à la scène d'Orange Mécanique où Alex devra regarder les yeux grands ouverts des scènes de violence jusqu'à en être dégoûté et ainsi reconditionné. 4. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Les employés ne connaissent rien de leur vie en dehors, on l'a dit, ni de ce qu'il se passe dans cette entreprise. Ils ne savent pas s'ils ont une femme, des enfants, s'ils aiment jouer aux échecs ou regarder des films de kung-fu. Ils ne savent pas en quoi consiste leur travail, s'il y a d'autres employés, d'autres services, sur quelle surface s'étendent les bureaux. De leur côté, les boss savent tout. Ils savent tout de la vie privée de leurs employés, dans les moindres détails. Ils vont même jusqu'à voler le livre déposé par le beau-frère de Mark sur son palier. Et à l'intérieur de l'entreprise, ils savent bien sûr tout de leurs faits et gestes. Tout cela garanti par un individu, le chef de la sécurité, Garner. Évidemment, Garner ne peut pas s'occuper de surveiller constamment tout le monde, mais ce n'est pas nécessaire, car d'une part, les employés sont tellement conditionnés qu'il n'y a jamais de révolte, bon, sauf Ellie au début, mais on a vite vu comment ça se passait. Et d'autre part, même quand ils commencent à avoir des idées de révolte, ils se sentent constamment surveillés. Pas besoin de disposer d'une armée de garde, il suffit d'inscrire dans l'esprit des surveillés la potentialité d'une armée de garde. Cette idée nous vient du philosophe Jeremy Bentham, qui au XVIIIe siècle imagine un type d'architecture carcérale avec une tour surplombante, au centre de la prison, depuis laquelle les gardiens pourraient être en train de regarder les prisonniers, sans qu'eux ne sachent jamais s'ils sont effectivement surveillés. C'est la panoptique. À l'époque moderne, ce concept s'illustre assez bien dans la technologie des caméras de surveillance par exemple. Plus tard, au XXe siècle, ce terme de panoptique sera repris par les philosophes Foucault et Deleuze, pour qualifier la société de contrôle dans laquelle nous vivons actuellement. Cette forme abstraite que prend la notion, avec la philosophie moderne, désigne le fait d'imposer une conduite quelconque à une multiplicité d'humains quelconques. On retrouve ici effectivement le thème du conditionnement qui traverse toute la série. 5. La stratégie de la distraction. Nos 4 héros savent peu de choses du reste de Lumon, mais ils savent qu'il existe toutefois un autre service assez mystérieux, O&D, pour Optic and Design, que les cadres de Kir font passer pour d'affreux monstres mangeurs d'enfants. Et de la même manière, on précise bien à O&D de ne pas s'acoquiner avec MDR, qui seraient de véritables assassins sanguinaires.
Ici, la direction essaie de monter les différents services les uns contre les autres, afin d'une part de les distraire des vraies problématiques concernant l'entreprise, et d'autre part, d'empêcher tout développement et organisation d'un mouvement de rébellion. Une stratégie que la classe dirigeante a souvent utilisée à travers l'histoire, notamment pour empêcher l'apparition d'une conscience de classe au sein du prolétariat en faisant se focaliser ses membres sur ceux qui les divisent plutôt que sur ceux qui les unissent. Look at the badges the raiders are wearing. That's not O&D, Dylan. It's us. This one's never gone into the hallway rotation. It's called the Macro Data Refinement Calamity. Okay, but we've never done anything like that. Why the hell would there be two versions of the same painting? Avec les Gilets jaunes, on s'est rendu compte que si les Gilets jaunes sont parfaitement traversés par des sentiments racistes, c'est évident. Moi, il n'y a pas de doute sur le fait que ce qu'on appelait les Gilets jaunes et les classes prolétaires blanches sont tendanciellement racistes. Ça, le sujet, il n'est pas là. Mais il se trouve que le sentiment raciste n'a pas pris le dessus sur le sentiment insurrectionnel contre l'État. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, chez cette part qui s'est mobilisée, leur problème, c'était l'État, c'était les classes dirigeantes. Et ça, là, il y a eu quelque chose qui a déraillé et qui a fait flipper les classes dirigeantes. Donc là, effectivement, c'est toujours à ce moment-là qu'on nous sort une affaire, ou pas qu'on nous sort, parce qu'il ne faut pas non plus être complotiste, il y a des vraies affaires de terror, il y a des vraies histoires de terrorisme, c'est pas la question. Mais il se trouve que l'État et ses appareils idéologiques, ils savent instrumentaliser le moment. Et quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, qui est arrivé après les Gilets jaunes et après la mobilisation du comité Adama, quand le comité Adama fait sortir, après l'affaire George Floyd, qui fait sortir 30 000 personnes, et c'est surtout des quartiers qui sont sortis. Donc, Gilets jaunes, pas acquis au racisme. Enfin, en tout cas, ayant pour cible l'État. Plus comité Adama, donc anti-racisme, qui vise aussi l'État. Là, en plus, encore un autre phénomène, à savoir que deux populations qui se sont fait tabasser par les flics et qui commencent à percevoir qu'ils ont des choses en commun, là c'est too much. Là, c'est too much. Donc, on comprend ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire l'instrumentalisation idéologique de l'affaire Paty. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un frein net à toutes les mobilisations. Là, ils ont su absolument instrumentaliser ce moment-là. Et effectivement, on se sépare et tout le monde rentre chez soi. Introduce you all to Irving and Dylan. They're from MDR. They're friends. Pour cette seconde partie, je voulais aborder les grands thèmes discutés tout au long de la série de manière transversale. Tout d'abord, un questionnement sur l'être humain et sur l'identité, ce qui fait que nous sommes nous. Cette partie traitera plus globalement de la série, et je serai obligé de révéler certains éléments importants de l'intrigue, étant donné que les révélations finales apportent certaines réponses quant au sens de la série. Vous pouvez donc vous rendre au timecode indiqué ici pour sortir de la zone spoil. Tout d'abord, le lien entre le Ini et l'Auti. Lumon, avec ses allures de secte, essaie de diluer au maximum les individus dans le collectif, supprimer toute trace de personnalité et de libre arbitre. Et pourtant, chaque personnage poursuivra en quelque sorte son propre arc narratif, sa propre individualité, la chose qui le rend unique. Comme nous l'avions déjà vu, l'Ini est davantage un prolongement de l'Auti qu'une version alternative. On voit bien cela avec Irving par exemple, dont on découvrira à la fin que son Auti possède une passion pour la peinture, pendant que son Ini s'est pris de passion pour le département Optic and Design, qui élabore les tableaux et autres éléments graphiques de la boîte. On notera également le cas de Burt, son crush inter, qui malheureusement pour Irving, a déjà un compagnon dans sa vie externe. Ce qui fait assez sens si l'on considère que la dissociation intervient à un instant T de la vie de l'individu, et crée une copie de lui-même, qui sera utilisée dans le monde de l'entreprise. Ainsi, la personne conserve ses caractéristiques fondamentales, comme son orientation sexuelle par exemple. Toutefois, un lien de subordination semble exister entre inter et exter. Comme les premiers sont créés à partir de l'être des seconds, ils doivent la vie en quelque sorte et leur sont redevables. En tout cas, c'est le point de vue que semblent avoir les exter, qui ont pouvoir de vie et de mort sur eux. Ellie ne prend pas au sérieux les menaces de mutilation de son inter, et Burt est mis en retraite à la fin de la série. Mais dans Severance, la mise en retraite est synonyme de mort. Si notre seule fonction est de travailler, la fin du travail signifie la fin de la vie. Pour les exter et les cadres de Lumon, les inter sont de simples outils, des moyens de production, dénués de sentiments et de conscience, dont il est facile de se débarrasser. I understand that you're unhappy with the life that you've been given. But you know what? Eventually we all have to accept reality. So, here it is. I am a person
You are not. De leur côté, les inters savent bien qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, et cela fait d'eux des êtres vivants et conscients à part entière, qu'il est inhumain de débrancher comme de vulgaires machines évidemment. Dylan, de son côté, découvre qu'il a en réalité un fils. Il n'a de cesse de vouloir le revoir, mais si tous les souvenirs ont été effacés, il ne devrait avoir aucun attachement pour cet enfant. Et pourtant subsiste une sorte d'instinct paternel. Enfin, pour le plus gros plot twist découvert à la fin de cette saison, la femme, soi-disant décédée de Mark, est encore en vie, et elle travaille avec lui à Lumon. Cette relation permet d'illustrer parfaitement le célèbre adage « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». My wife was allergic to nutmeg. And when she sneezed, she always sneezed twice. My wife liked other people's dogs. My wife thought cardigans looked ridiculous. I loved all these things about her. On n'aime pas quelqu'un pour ses qualités. On aime quelqu'un pour ce qu'il fait vibrer en nous. Et ce n'est pas parce que la personne a des qualités que nous l'aimons. C'est parce que nous l'aimons que nous lui trouvons des qualités. C'est parce que nous l'aimons que ces qualités nous apparaissent. On aime d'abord, et ensuite, on trouve les qualités qui viennent justifier notre sentiment. Ainsi, malgré l'effacement de leur mémoire externe, nos deux protagonistes internes semblent à nouveau partager une attirance réciproque. I really liked being in the office with you all that day. Well, maybe love transcends severance. Un thème de science-fiction au final assez classique est déjà exploré dans le film de 2004, Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Mais je ne vous en dis pas plus cette fois-ci pour éviter la mise en abîme de spoil. Un second thème de la série, c'est bien sûr le caractère absurde des situations qui se reflètent bien souvent dans des choix de forme. Les couloirs blancs infinis viennent servir le propos de fond de la série sur l'absurdité du monde du travail induit par le système capitaliste dans son ensemble. Première chose qui nous vient à l'esprit en voyant ces couloirs blancs labyrinthiques, ce sont bien sûr les expériences sur les rats de laboratoire. À quelle folle expérimentation se livre Lumon sur ses employés? Le raffinement des microdonnées a-t-il une vraie utilité au fond? Tout cela reste un mystère et on arrête d'en savoir plus dans la saison 2. D'autres œuvres de fiction ont bien sûr déjà traité de l'absurde et deux viennent particulièrement en tête en regardant Severance. Découvrir les open space de Lumon nous met dans la position de Monsieur Hulot dans Playtime, qui essaie de comprendre le système d'aménagement de ses bureaux et la façon dont les individus les occupent. Dans la série, le concept a encore évolué par rapport aux open space de notre réalité. Les 4 uniques employés se tiennent tous serrés au centre dans une grande pièce vide, leurs bureaux de travail collés les uns aux autres. Le principe d'open space a largement été critiqué pour son manque d'intimité. À la base créé pour favoriser la communication, les employés sont constamment reliés les uns aux autres. Ici, une simple cloison amovible sépare les bureaux, ainsi chaque autre employé peut pénétrer l'espace de travail de l'autre en un geste de main. Et sur la critique de l'organisation bureaucratique et sa dépiction par des décors labyrinthiques, et l'uniformisation avec des bureaux semblables à perte de vue, on pense évidemment au film Kafka de 1991. Enfin, dans le cinéma récent, comment ne pas citer David Lynch, réalisateur très souvent associé à l'étrangeté, l'absurde et au mouvement surréaliste. La waffle party de Milchick et son air de psychopathe pendant que Dylan pète un boulon n'est pas sans rappeler certaines scènes lunaires de Twin Peaks ou Mulholland Drive. A noter que le terme absurde est pris ici dans son sens philosophique. Ce sentiment envahit l'homme dès lors que se brouille à ses yeux l'ordre du monde et que lui échappe le but de son existence, le sens de sa condition, aussi bien individuelle que collective. Le développement des bullshit jobs et de la division du travail fait perdre à l'homme moderne ses repères et le monde lui paraît encore plus absurde. Severance montre des manifestations très concrètes de ce phénomène. On pourrait résumer cette prise de conscience par le fameux proverbe « il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler ». Ainsi, le travail fait partie de la vie, il ne faut pas chercher à l'en dissocier ou s'en affranchir totalement, seulement prendre le temps de le repenser. C'est à ce constat que parvient le héros de l'anime et manga Bucket List of the Dead. Avant l'apocalypse, Akira était un esclave moderne dans une boîte de production où il vivait littéralement pour le travail. Mais après que les zombies aient envahi la ville, plus de responsabilités, plus de contraintes, plus de patrons. Alors, passé les premiers moments de liberté permis par les restes de la civilisation industrielle, Akira parvient à cette conclusion. On ne peut pas y couper, il faut travailler pour vivre. Rien que la base, pour se nourrir, se chauffer, assurer ses conditions fondamentales d'existence, il faut bien travailler. Mais libéré du capitalisme, il est temps pour lui de choisir délibérément son travail, un travail où il sera épanoui. A l'inverse, la série nous place dans un monde où la severance est devenue une nécessité pour les êtres humains, qui ne supportent plus leur travail aliénant, produit du système capitaliste. Mais la sphère professionnelle fait partie intégrante de nous, de notre vécu, de notre personnalité.
tout comme la vie personnelle. Les deux s'entre-influencent réciproquement et continuellement. La série montre bien cette absurdité à vouloir les dissocier. De quoi parler avec ses collègues le matin à la machine à café si on ne se souvient même pas de son week-end? Comment créer des liens avec il et elle si on n'a aucun sujet de conversation, rien qui nous définit en tant qu'humain, en tant que personne? Le travail pourrait être plus que cette tâche pénible et ingrate qui occupe 8 heures de notre journée. Contrairement à la femme néolibérale, le travail en tant que tel ne rend pas libre. C'est la présence de liberté dans son travail ou dans le choix du travail qui le rend plaisant.